Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Pour ces formats d'été, je vous emmène entre les pages des livres que j'ai lus et c'est dans la Grande Bleue que nous entraînent les livres de ce jour. Non plus en surface, mais en dessous, à la rencontre d'un univers que l'on pourrait croire parfois issu carrément d'une autre planète. La plongée a toujours eu une place toute particulière dans mon cœur. L'océan est le milieu qui m'émerveille à chaque fois, qui me déconnecte immédiatement de tout. Si méconnu, c'est le lieu où toutes les explorations en mare incognita redeviennent possibles. Et comme tout ce que l'on connaît mal, les fantasmes y ont libre cours, affublant les créatures marines de nos peurs, bien loin de leur vérité. Du féroce cachalot du Moby Dick d'Herman Melville aux Dents de la mer de Steven Spielberg, tellement d'idées fausses qui font encore de nos jours tellement de tort. L'auteur que je veux mettre en avant ce jour est un scientifique pointu, un conteur merveilleux, un plongeur émerveillé, un vulgarisateur hors pair et un activiste infatigable. Cofondateur avec son épouse de l'association Longitude 181, François Sarano n'est pas né avec la vérité gravée en lettres d'or au travers du cœur, non. Lui-même, victime de ses préjugés, il craignait les cachalots, ne voyait pas les requins d'un œil excessivement bienveillant. C'est le terrain qui a changé son regard. Le terrain lui a appris que les cachalots n'attaquent personne, au contraire, ils ont été victimes comme tant d'autres de l'inassouvissable soif de ressources de l'homme. Les requins mangent très peu et l'homme n'est pas du tout sur son menu de prédilection. Les poissons sont sensibles. Voilà ce que le terrain a appris à François Sarano entre bien d'autres choses. Loin des clichés, François découvre que les mammifères marins, mais pas que, sont curieux de nous, joueurs, du moins quand ils n'ont pas appris à fuir nos armes. De rencontres fortuites à des rencontres espérées, François Sarano partage dans plusieurs livres ses revirements de perspective, ses recherches scientifiques avec limpidité et surtout, ce qui le caractérise le mieux, un enthousiasme communicatif. Alors je vais commencer par vous parler de son livre sur les cachalots, le retour de Moby Dick, tout simplement parce que c'est le premier que j'ai lu. Le retour de Moby Dick, c'est un essai qui est publié chez Actes Sud, mais ne vous laissez pas tromper par le mot essai, c'est une plongée autant scientifique que poétique que nous propose ici François Sarano. Dans ce livre, il revisite le mythe du célèbre roman d'Herman Melville, Moby Dick, en changeant de point de vue. Et si le cachalot n'était pas le tueur, mais la victime ? François mêle récit personnel de ses plongées, réflexions philosophiques sur notre rapport au vivant et récits scientifiques vraiment accessibles et passionnants. Et vous trouverez également de nombreuses illustrations didactiques, dessins, photos, mais également vidéos. Oui, il y a des QR codes à scanner pour tomber sur des petites vidéos illustrant les propos du livre. C'est vraiment génial. Bref, dans ce livre multimédia, donc, on croise le clan d'Irène Gueule Tordue. Je vous rassure, on n'insulte personne ici, c'est un cachalot qui effectivement a la gueule assez tordue. On y trouve aussi des observations intimes et surtout une remise en question du regard humain sur le sauvage. Alors, je ne suis pas une dévoreuse d'essais, mais je vous confirme que vous êtes un tant soit peu curieux, ce livre est un régal. Le gros plus de ce livre, c'est la sensibilité avec laquelle François Sarano nous parle des cachalots. Il les décrit avec respect, avec tendresse même, sans jamais tomber dans l'anthropomorphisme facile, quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Il a éveillé ma conscience que toutes nos simplifications pour protéger une espèce étaient vraiment immatures. Il en va des cachalots comme pour nous les humains, chaque individu est unique, avec son caractère propre, ses besoins propres, et penser en termes généraux ne mène pas bien loin. La protection est nécessaire, mais pour bien la faire, il faut être de 1 bien plus cohérent, mais également aussi bien plus modeste que dans nos approches actuelles. J'ai aussi aimé l'alternance des récits, on parle de souvenirs de mer, à des réflexions profondes, puis à des explications scientifiques très bien vulgarisées, pour sauter dans les anecdotes, presque drôles parfois, qui rendent le livre vraiment accessible et très agréable à lire. Et puis il y a le style évidemment, c'est écrit avec poésie, avec rythme, avec passion. On sent qu'il ne cherche pas à faire sensation, mais à relier l'humain à l'océan. Et ce genre d'intention sous-jacente, j'y suis très sensible. Retrouver cette connexion n'a jamais été plus urgent, et quand c'est François qui vous invite au mystère et aux merveilles sous la mer, je vous assure qu'on n'a qu'une envie, le suivre. Un passage formidable est ce qu'il raconte volontiers et que vous retrouverez dans l'épisode 9 de Storylifique, quand il parle de sa rencontre avec Elliot le cachalot, qui est venu le chercher pour jouer. Oui, c'est le genre de petit miracle que peut encore offrir la mer, là où le sauvage n'a pas appris à nous craindre du moins.
Alors je vais quand même vous lire quelques passages pour que vous vous fassiez une idée par vous-même. J'ai choisi cette rencontre avec Elliot. Clic, clic. Clic, 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 clic. C'est ainsi qu'Elliot m'invite lors de notre deuxième danse le 2 mai 2015. Stupéfiant. Il n'y a aucune ambiguïté. Elliot répète sans relâche son message pendant 5 minutes que nous passons à nager rouler ensemble. Pas moins de 45 codas successives qui se répartissent ainsi. D'ordinaire, les cachalots qui viennent au-devant des plongeurs les déshabillent d'une volée de crics appuyés, mais ils n'émettent pas de codas. Comme les autres, Elliot était déjà venu à notre rencontre et comme les autres, il n'avait émis que des crics. Mais ce 2 mai, après un cric très bref, il poursuit avec des codas, celle-là même qu'il précède les accompagnements d'une demande de contact physique, qu'il s'agisse d'une mère avec son petit, des jeunes mâles entre eux ou des femelles adultes entre elles. Quelle signification donner à ces codas ? Bonjour ? Câlin ? Bien joué ? Nous ne le saurons probablement jamais. Est-ce par ailleurs souhaitable ? Ce qui est certain, c'est qu'Elliot a tenté d'entrer en contact avec moi en langue cachalot. Elliot le cachalot sauvage vient à ma rencontre, volontairement, sans contrepartie. Il reste longtemps, 5 minutes, bien que je ne lui propose rien qui soit essentiel à sa survie, ni nourriture, ni protection. Il déploie toute la panoplie des attitudes de communication corporelle qu'il utilise lorsqu'il joue ou socialise avec ses congénères. Arrêt sur le dos, ventre exposé vers la surface, vrille verticale et horizontale. Il retient sa puissance et contrôle ses mouvements, pour ne pas me heurter, ni heurter René qui filme au plus près. Mieux, il se met à ma portée, compose avec ma maladresse. Il m'attend, il nage à ma vitesse. Voilà, ici on entend parler de René Euzet, que vous avez aussi entendu sur Storylific, un caméraman sous-marin et réalisateur absolument génial, qui a aussi des histoires extraordinaires à nous raconter sur ce sauvage qui a encore tout à nous apprendre. Je vous lis encore ce petit passage en faisant quelques sauts comme je viens de faire aussi, je picore sur les pages. Que nous apporte la vie sauvage ? La vie est relation. Chaque espèce a une place dans l'écosystème, une place définie par les relations et les interactions qu'elle tisse avec les autres êtres vivants et avec le milieu physique. Plus l'espèce est complexe, plus les relations sont nombreuses et complexes, plus la disparition a des conséquences sur les autres espèces et sur l'ensemble de l'écosystème. Le cachalot est un animal très complexe. Ses relations sont importantes et nombreuses. Même ses excréments et son cadavre sont indispensables aux habitants des écosystèmes profonds qui s'en nourrissent. Sa disparition affecterait tout l'écosystème. Lorsqu'une espèce disparaît, c'est une maille du tissu vivant qui s'effiloche et, ne nous y trompons pas, nous faisons partie de ce tissu. La diversité du vivant et la diversité culturelle font la richesse de la planète. Que serait notre Terre sans vie sauvage, sans cachalot, sans éléphant, sans gorille ? C'est un peu comme si vous me demandiez que serait le monde sans Mozart, sans Rembrandt, à la fois pas très différent et fondamentalement différent. Un peu plus loin, il nous demande « Dans quel monde voulons-nous vivre ? Un monde contrôlé ? Où les souvenirs de la nature seraient conservés dans des aquariums géants et des eaux ? Rêvons-nous d'une terre couverte de champs de maïs, de fermes d'aquaculture, de plantations d'arbres ? Seul l'imprévisible de la vie sauvage est à la dimension de nos rêves. C'est une fenêtre sur le merveilleux. » Voilà, c'est pour des phrases comme ça que j'adore lire François Sarano. Ça vous parle au cœur, ça vous parle à l'âme et ça vous instruit de manière exceptionnelle. Donc, vous l'aurez compris, c'est un livre que j'ai adoré. Une belle leçon de décentrement, ça remet en question notre posture de domination en tant qu'humain, c'est une leçon de modestie en toute bienveillance, car cette nouvelle place qui nous propose, loin du centre, loin du haut de la pyramide sur laquelle on place toujours l'homme, eh bien elle est encore bien plus intéressante que celle que nous occupons au quotidien. Voilà, le livre, il s'adresse à tous ceux qui aiment la mer, bien sûr, mais aussi à ceux qui s'interrogent sur le vivant, sur la cohabitation, sur la place de l'homme dans la nature et à tous les curieux qui ont envie de mieux connaître le monde qui les entoure. Vous apprendrez énormément de choses sur les cachalots en lisant ce livre, ça n'expliquera pas tout, bien sûr, parce que les recherches et les observations sont toujours en cours. Il reste bien des mystères à étudier, mais surtout à admirer, alors qui sait, ce livre pourrait bien susciter quelques vocations. J'enchaîne avec un autre livre de François Sarano, toujours Au nom des requins.
Alors si vous connaissez des gens qui sont fascinés par les requins ou si vous l'êtes, ce n'est pas que je vous le suggère, vous devez lire ce livre. Au nom des requins, ça raconte à la fois l'histoire naturelle de ces espèces, leur comportement complexe, mais aussi les menaces majeures qui pèsent sur eux. La pêche intensive, la pollution, la destruction des habitats, ou tous ces systèmes très maladroits qu'on met en place pour préserver le tourisme et éloigner les requins, et qui au contraire souvent même les attirent. Mais ça on l'apprend dans les pages, c'est absolument délirant. Alors François nous explique avec son nom hors pair pour la vulgarisation comment ces prédateurs, les requins, jouent un rôle clé dans la santé des océans, en régulant les populations et en maintenant l'équilibre des chaînes alimentaires. Le livre est aussi un appel à la sensibilisation et à la protection en déconstruisant les clichés qui entourent ces animaux. Alors, on y retrouve la passion communicative de François Sarano. Forcément, comme toujours, il ne se contente pas d'expliquer, il transmet son amour pour ses créatures. On y retrouve, comme dans son livre Le Retour de Moby Dick, un savant mélange d'anecdotes de terrain, de connaissances scientifiques très accessibles. Ce livre est donc un formidable plaidoyer aussi contre la peur infondée que les requins inspirent souvent, et donc les mesures que nous prenons contre eux, qui sont totalement en fait injustifiées et même contre-productives. Le commandant Cousteau, dont François était le conseiller scientifique pendant 13 ans de mémoire, disait « On ne protège que ce qu'on aime et on n'aime que ce que l'on connaît ». Eh bien voilà, c'est exactement le sujet de ce livre, son objectif. Il va vous apprendre à lire les attitudes des requins, la nervosité, l'attaque imminente ou la paix, les situations à risque à éviter, mais surtout à mieux comprendre, toujours en toute modestie, on est loin de tout savoir, un être absolument fascinant et leur rôle indispensable pour le bon équilibre des écosystèmes marins. Alors plus encore, François nous éclaire sur l'importance de la santé de ces écosystèmes pour nous-mêmes, terriens, humains. Donc c'est vrai que ce qui est sous le tapis de la surface, sous le miroir de la surface, on a toujours l'impression que ça nous concerne peu, c'est juste une curiosité intellectuelle de savoir ce qui s'y passe. Or, nous sommes vraiment très directement concernés par la santé des océans. Alors, ayant moi-même une frousse bleue des requins, même inoffensif, merci les dents de la mer, je n'étais pas fan à l'idée de lire ce livre, mais bon, si c'est François qui nous prend par la main, je voulais bien essayer. Eh bien, je ne l'ai pas regretté, et je me suis trouvée bien idiote. Depuis, je ne dis pas que je rêve de me mettre à la merder, le premier aileron de requin aperçu, parce que si j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut savoir lire la mer, les territoires, les moments où l'on est invité ou pas, mais bien accompagné par un guide qui, lui, aurait appris tout cela. Alors oui, absolument, cela m'intéresserait. Donc, je suis une espèce d'arachnophobe prête à caresser une araignée. J'ai pas peur des araignées, mais c'est pour le parallèle. Donc, c'est vous dire si ce livre déconstruit et surtout apprend à apprécier ces êtres très très peu dangereux pour nous finalement. Les cas d'attaque sont souvent des accidents en fait, ou en situation où c'était prévisible. Et bien plus rarement encore, il y a des cas d'individus isolés, car si chez nous les humains on pond tous les X milliers de personnes des cas psychiatriques, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas dans le règne animal. Donc à nouveau, on retrouve la notion d'individu au-delà de l'espèce, un clou que François Sarano n'a de cesse d'essayer de nous enfoncer très gentiment, mais fermement, dans le crâne, donc dans ses livres et dans ses conférences. D'ailleurs, dans son livre, il nous parle entre autres anecdotes fascinantes de Lady Mystery, cette très grosse femelle requin blanc avec laquelle il a pu nager en paix, épaule contre nageoire, et dont il parle si joliment dans l'épisode 50 que je vous conseille vivement à défaut de lecture ou en intro à la lecture, à vous de voir. Je vous le recommande non pas parce que c'est un de mes épisodes sur Storylific, mais bien parce que François parle merveilleusement bien, que l'écouter est un plaisir, et vu la qualité de ses propos et des valeurs qu'il transmet, plus qu'un plaisir encore, c'est un privilège. Le mot est fort, mais mérité. Après plus de 200 interviews au compteur, je valide le terme. Bref, que vous rêviez de plonger un jour avec les requins ou que vous en ayez une frousse bleue, toutes les raisons sont bonnes pour acheter ce livre ou pour l'offrir. Il est également agréablement et utilement illustré de dessins scientifiques et de photos, toujours dans la très belle collection Monde Sauvage. Alors on arrive à mon chouchou absolu, le livre dont je conseille tout le temps la lecture, Réconcilier l'homme avec la vie sauvage. C'est un entretien avec François Sarano conduit par Coraline Schaub. Donc, dans quelle réflexion nous vont nous emmener cet ouvrage-ci ? Eh bien, et si le problème n'était pas la nature qui se déchaîne, mais notre incapacité à la respecter ? Et si, au lieu de vouloir domestiquer la nature, on se mettait enfin à l'écouter ? C'est toute la réflexion passionnante portée par François Sarano dans Réconcilier l'homme avec la vie sauvage, un livre qui fait du bien et qui bouscule. J'irais même jusqu'à dire personnellement que ce livre m'a transformée.
Ce livre est une longue conversation entre la journaliste Coralie Schaub, spécialiste des questions écologiques, et François Sarano. C'est publié chez Actes Sud toujours dans la collection Domaine du possible. Une bien jolie collection également qui donne la parole à celles et ceux qui pensent des alternatives vivables. Le format de ce livre est simple, des entretiens, mais profonds, sensibles, humains, loin des discours techniques ou culpabilisants. François se livre et nous livre sa philosophie de la réconciliation avec le vivant. C'est un livre profondément humaniste, si vous voulez ressentir une paix si rare dans nos quotidiens trop rythmés qui nous isolent, et une paix d'ailleurs qui devient de plus en plus rare dans le monde. Tiens, y aurait-il une corrélation? Je pose ça là. Alors c'est le livre qu'il faut lire absolument. En préparant cette capsule sur le livre, j'ai retrouvé un email que j'avais envoyé à François lors de nos échanges pour prendre rendez-vous justement pour la première interview, la numéro 9. Je vous le partage parce que je ne pourrais pas vous offrir des impressions de lecture plus sincères que ce que je lui avais écrit là. Suite à notre rendez-vous postposé, j'ai un peu tardé à vous recontacter car je lisais votre livre « Réconcilier les hommes avec la vie sauvage ». Je viens de le terminer, j'ai été sincèrement émue. Non pas parce que ce que j'y ai appris m'a étonné, émerveillé oui, mais pas étonné, on sous-estime tellement l'intelligence et l'intérêt de nos colocataires, mais parce que j'ai eu l'impression d'avoir rencontré dans vos mots quelqu'un qui pourrait me comprendre. J'ai eu un choc en lisant votre pensée qu'après de telles rencontres animales, on peut mourir, on serait en paix. Je paraphrase mal, mais ce sont ces mots-là, plus ou moins. Cela m'a rappelé un souvenir personnel. Un soir de brame du cerf, j'ai vu pour la première fois de très près deux mâles se jauger et engager le combat. Il n'y avait aucune construction humaine en vue, juste la forêt et ce spectacle séculaire. Et la pensée qui m'est venue est « je peux mourir ». Mais cette pensée m'a complètement éberluée. D'où venait-elle? Elle ne venait pas d'un désir de mort, j'étais juste tellement bien, comme si tout était à sa place. C'est grâce à votre livre, à vos mots, que j'ai pu comprendre ce qui m'était arrivé et que personne n'avait pu m'expliquer. On me regardait comme une étrange chose. Cela s'appelle tout simplement la paix. Voilà, retrouver cet email m'a mis les larmes aux yeux. Toutes les émotions que j'avais ressenties lors de la lecture sont remontées à la surface, car cette conversation, elle parle à notre intelligence, mais elle parle surtout à notre âme. La préface est d'un autre grand monsieur, qui n'est plus malheureusement, Pierre Rabhi. Et c'est une préface ô combien belle, elle aussi. Donc je vous la lis, enfin, évidemment pas tout, mais je vous lis 2 paragraphes ici. Le temps pour l'espèce humaine de cesser de confondre encyclopédisme et culture est plus que venu, car il détermine de façon décisive la suite de notre histoire. François Sarano, par ses propos, fait partie des individus de plus en plus nombreux qui tentent de dévoiler l'essentiel dans sa pleine concrétude, selon le langage actuel. Car le monde des abstractions, les médias aidants, n'a jamais atteint une amplitude aussi grande. Il faut donc espérer que le témoignage objectif, factuel de François éveille en nous cet émerveillement, de plus en plus rare dans un monde désensibilisé, aseptisé et dépoétisé. Il est indispensable que notre présence au monde ne puisse pas nous donner l'impression d'être dans une salle d'attente d'un hypothétique paradis céleste que l'ignorance, la peur et le manque d'amour continuent à transformer en enfer. Voilà, ça me touche de faire revivre Pierre Rabhi à travers ses paroles. C'était vraiment quelqu'un d'une grande sagesse et ça me fait donc plaisir de repartager quelques-uns de ces mots par le truchement de ce micro. Dans le livre même, ce long entretien, il va forcément changer votre regard sur la nature. François nous invite à une coexistence pacifique avec la vie sauvage au lieu et place de ce rapport de domination dont nous sommes souvent à peine conscients tant nous y sommes habitués. D'ailleurs, vous avez tendu la pelouse récemment? Il raconte ses expériences de plongée au milieu des grands animaux marins, ses rencontres avec les cachalots, mais aussi sa consternation face à l'exploitation aveugle des océans. Il aborde aussi des sujets très actuels, l'effondrement de la biodiversité, la crise climatique, la responsabilité humaine, mais toujours avec une grande humilité. Il refuse complètement la posture du savant qui sait, il nous invite à ressentir, à écouter, à nous émerveiller à nouveau. François donc n'attaque pas du tout notre ignorance, il nous soulève gentiment les paupières pour nous ouvrir les yeux. Et il nous invite évidemment à ne plus les fermer, ces yeux, ni sur la nature, ni sur ceux qui, en pleine connaissance de cause, froidement préfèrent les profits aussi démesurés que court-termistes à l'émerveillement et à un futur plus enviable pour tous. Alors je vous lis quelques extraits. À la question « Que connaît-on de l'océan ?» les réponses que l'on trouve dans les livres limitent à un réservoir de ressources.
Les poissons, c'est 80 millions de tonnes débarquées en 2019 dans le monde. Mais les poissons, ce n'est pas que cela. Pour les connaître, il faut nager avec eux. Il faut être poisson parmi les poissons, œil dans œil. Le plongeur s'approche de cette réalité, le statisticien s'en éloigne. Et puis l'immensité de l'océan est à la dimension de nos rêves. C'est l'horizon que l'on n'atteint jamais. Cela donne une envie d'explorer qu'il est difficile de trouver à terre, sauf peut-être dans le désert. L'imprévisibilité de la nature, de la vague, sa puissance, tout cela est envoûtant et nous remet à notre place. Cela nourrit notre esprit, notre âme. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord cette dimension inconnue qui le restera. Voilà, ça c'était la page 24. Je vais vous lire un autre petit extrait. L'océan et la nature sauvage peuvent aussi nous réapprendre à retrouver notre vrai rythme biologique, les vertus du temps long, à sortir de la roue de hamster dans laquelle nous sommes de plus en plus souvent enfermés. Donc ça, c'était l'intervention de Coralie Schaub. La réponse de François. Totalement. J'entends souvent cette phrase, on va se déconnecter en allant en mer. Non, on va se reconnecter. La nature nous replace dans notre corps, dans notre réalité. Elle nous remet à notre juste place. Elle n'est ni petite, ni grande, elle est juste. Avec le sauvage, nous revenons en nous-mêmes. Alors que le téléphone portable, qui est certes épatant, nous sort de nous-mêmes. Quand je reçois un coup de fil en votre présence, nous sommes en face l'un de l'autre, mais je ne suis plus avec vous. Je saute, je vais un peu plus loin. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous plongent dans une autre réalité. Résultat, nous sommes perdus. En revanche, quand je suis avec les cachalots, je suis avec eux, rien qu'avec eux. Ils ne peuvent pas quitter cette réalité. Ils n'ont pas inventé les outils pour être ailleurs que là où ils sont. Alors ce qui est toujours remarquable chez François Sarano, c'est qu'il y a vraiment peu de jugement. Il le dit lui-même, il a aussi été un pirate. À l'époque, cueillir des coraux, approcher les animaux sans grand respect de leurs ressentis, il l'a fait. C'est le terrain qui l'a changé. Il a fait des tas d'erreurs. Et c'est pour cela qu'il a beaucoup de compréhension, voire de la tendresse pour ceux qui en font des erreurs. À partir du moment, évidemment, où ils ne veulent pas faire de mal, car c'est par méconnaissance, et pas froidement pour exploiter. Donc c'est une lecture qui nous invite avec délicatesse et enthousiasme à la réflexion. Et comment résister à une invitation qui nous emmène à renoncer à tout ce qui tue la vie, tous les biocides extérieurs mais surtout intérieurs, pour nous inviter à davantage de connexion à nous-mêmes et entre nous les humains, et puis avec cette magnifique nature, source d'émerveillement et de paix. Alors c'est vraiment rare d'entendre une voix aussi posée, aussi inspirante dans le débat écologique, et c'est pour cela que je ne mettrai jamais assez en avant cette voix de l'océan, qui est d'ailleurs le slogan de l'association Longitude 181, la voix de l'océan. Ce qui nous amène à son dernier livre paru, que je vous partage également, Justice pour l'étoile de mer, entretien avec Marine Calmet et François Sarano. Alors Marine Calmet, elle est avocate de formation, juriste et présidente de l'association Wild Legal, engagée pour la reconnaissance des droits de la nature. Avec François, il travaille à la reconnaissance des droits de l'océan et ce livre, paru chez Actes Sud évidemment, dans la très belle collection Monde Sauvage, est très dynamique de par sa structure, en forme de conversation une fois de plus, et de regards croisés de deux disciplines sur l'océan et ses droits. Les angles de l'un et de l'autre s'enrichissent mutuellement, la réflexion est dense et ici on est vraiment dans un plaidoyer pour reconnaître des droits à l'océan et à ses habitants. C'est sorti en 2025 et l'étoile de mer, eh bien c'est un symbole, on ne parle pas que de l'étoile de mer, on ne va pas vous expliquer ce qu'est une étoile de mer, mais elle symbolise ces milliers de créatures tuées sans discernement par des chaluts, en toute impunité et en toute inutilité. Donc François, il raconte comment, par exemple, quand le filet est lâché sur le pont du navire, les pêcheurs se ruent sur les espèces valorisables et comment, après ce tri, des centaines d'espèces inutilement tuées sont rejetées à la mer à grands coups de pelle et sans état d'âme. Le dauphin, il a un petit peu plus de chance quand il est pris dans les filets, puisqu'il en est une des victimes régulières lui aussi. La pression populaire a permis que quelques améliorations pour éviter qu'il ne fasse partie de ce carnage devenu banal. Mais qu'en est-il de ceux que parfois on ne connaît même pas, qu'on ne regarde même pas? Des centaines d'espèces non reconnues parce qu'elles ne sont pas ressources pour nous. Comme cette petite étoile de mer, qu'on connaît peut-être un peu mieux que d'autres qu'on ne connaît même pas donc, mais qui effectivement, elle, est souvent raclée du fond, meurt sur le pont du bateau avant d'être rejetée avec les boues à la mer. Alors évidemment, je vais vous lire un passage ou l'autre. Ici, on parle du système et des réglementations en place pour l'océan.
Et ce petit paragraphe nous dit « À force de déroger aux normes et à cause de l'accumulation de projets destructeurs partout en France et dans le monde, ce modèle juridique structurellement carencé conduit à un effondrement généralisé de la biodiversité. Ce système de protection juridique est donc à la fois critiquable sur le plan éthique et profondément insuffisant, comme le montre l'état de la biodiversité marine et terrestre en France. » Il y a des béances dans notre droit qui s'accordent mal avec la complexité du monde vivant, car c'est la diversité des interactions de l'ensemble des individus composant l'écosystème qui assure sa résilience. L'écosystème est insécable. Un peu plus loin, il en conclut donc « Nous sommes, que nous le voulions ou non, cousins de l'étoile de mer, et cousins pas si lointains quand on regarde l'arbre du vivant. » Alors le livre, qui est très court, c'est moins d'une centaine de pages, donc c'est très facile à lire et ô combien important. Là, évidemment, il faut aimer d'être dans le concret, mais si c'est le cas, franchement, lisez-le, c'est très inspirant. Page 74, donc 74 pour la version française. Le livre se termine par une déclaration des droits de l'océan. Wild Legal et Longitude 180 s'activent donc conjointement à la faire reconnaître et je vous en lis quelques articles. Vous verrez que ce n'est que du bon sens et c'est vraiment aberrant, même à mon sens, que ça n'aille pas sans dire. Mais quand on a en face de soi des mégastructures comme Total, pour ne pas les citer, les droits ne vont plus de soi du tout, d'où l'importance qu'ils soient reconnus officiellement. Nous défendons que 1. Les êtres humains font partie de la communauté vivante de la planète et que l'avenir de l'humanité et la préservation des droits humains sont indissociablement liés à la santé et à l'intégrité de l'océan. 2. L'océan possède une valeur intrinsèque, indépendante de son utilité économique. Il est source de vie et d'importance culturelle pour nombre de communautés et doit être traité comme tel. 3. La communauté vivante de l'océan a des droits fondamentaux. Le droit d'exister, d'être en bonne santé, de prospérer, de se régénérer et d'évoluer. Ces droits doivent être reconnus et garantis dans les systèmes juridiques du monde entier. Voilà, et ça continue comme ça. Il n'y en a pas des centaines de pages, c'est très simple, comme je vous le disais, ça devrait aller sans dire, mais voilà, dans le monde dans lequel nous vivons, il faut même militer pour que ce genre de choses soit reconnu. Alors dans les notes de l'épisode, je vous mets les liens pour acheter ces livres, mais sur la boutique de Longitude 180, évidemment, tant qu'à faire, puisque les plateformes que nous choisissons pour faire nos achats déterminent aussi le monde dans lequel nous vivrons demain, ou bien sûr vous pouvez les commander chez votre libraire indépendant préféré, et vous l'embrasserez de ma part. Je vous mets aussi dans les notes le lien vers quelque chose d'encore plus important, au moins tout aussi important. Attention, la dépense va être telle qu'elle fera reculer beaucoup. Pour 1 euro, un foutu euro, vous pouvez renforcer ceux qui portent la voix de l'océan. 1 euro, c'est le montant ridicule pour adhérer à Longitude 181 et cela veut dire qu'ils ont plus de poids dans leurs actions, donc notamment pour faire reconnaître cette déclaration des droits de l'océan auprès des décideurs parce que la première question au plus haut niveau, ce n'est pas « expliquez-moi votre projet si essentiel pour demain », mais « et vous représentez combien de personnes comme ça ?» Donc si vous voulez donner du poids à une asso qui avance, cela ne coûte rien qu'un peu de votre temps. Une lutte de 2 minutes avec votre flemme d'agir et votre envie de passer à autre chose, et l'impact est énorme. Sinon, voilà, j'espère que vous emporterez sur votre transat cet été une de vos lectures, si vous n'en lisez qu'un des livres de François. Mais évidemment, mon chouchou reste Réconcilier les hommes avec la vie sauvage de la journaliste Coralie Schaub. Ça me paraît vraiment la lecture indispensable. Et pour accompagner ces recommandations de lecture autour de François Sarano, je vous propose la rediffusion de l'épisode 9 qui tourne justement autour de ce livre, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage. Je lui ai redonné un petit coup de neuf là, je l'ai un peu briqué, il le mérite, donc j'ai remasterisé pour l'occasion, pour que le son soit plus propre, et je lui ai refait une petite intro toute neuve. Donc je vous avoue que cet entretien m'avait profondément ému et qu'il me meut toujours autant par sa justesse. J'espère qu'il vous touchera également. Bonne lecture, bon été et bonne écoute. À bientôt.